Donc, mesdames et messieurs, je prends la parole Quatrième panel pour la conférence de la Tout d'abord, j'aimerais vous signifier que l'ambassadeur Rodolphe Adada a été empêché et donc n'a pas pu prendre part à ce panel. Il m'a chargé de présenter ses excuses aux organisateurs et leur exprimer ses vifs remerciements pour cette invitation. Donc aujourd'hui, je prends la parole en son nom. Tout d'abord, en général, les questions essentielles pour les repas qui souhaitent leur intégration et intégrer leur retour pour le développement de l'Afrique restent les mêmes. Où s'installer? Dans quel domaine investir? Et avec quel financement? Je voudrais tout d'abord partager avec vous la politique congolaise en la matière. La République du Congo, mon pays, a pris à cœur les questions liées à la diaspora, en mettant tout d'abord en place, au niveau du ministère des Affaires étrangères, un département chargé des Congolais de l'étranger. Les principales missions de ce département sont faciliter l'installation des structures des Congolais de l'étranger au Congo, proposer des stratégies visant à encourager les Congolais de l'étranger à s'impliquer dans le processus de développement national. Aussi, faciliter les contacts entre les Congolais de l'étranger, détenteurs de projets et les partenaires au développement susceptibles de contribuer au processus de développement national. Pour encourager et faciliter l'entrepreneuriat, le gouvernement congolais a prévu au niveau de Paris, en mars 2024, un bureau de liaison a été mis en place au sein de notre ambassade. Ce bureau fait l'intermédiation entre les Congolais de l'étranger et voulant rencontrer et les entreprises installées à Brazzaville au Congo. Au niveau du gouvernement, le Congo dispose de quelques organes d'appui à l'entrepreneuriat à travers les ministères en charge de l'économie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. En guise d'illustration, nous avons le FIGA, qui est le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Il soutient les projets portés par les jeunes entrepreneurs et garantit les crédits d'investissement consentis par les établissements bancaires. Nous avons également le FONEA, qui est le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, qui appuie les opérateurs de formation professionnelle. Nous avons également la CPCE, Agence congolaise pour la création des entreprises, qui, elle, délivre les documents attestant la création d'entreprises. Nous avons également un guichet unique de création d'entreprises, ce guichet qui simplifie et accélère les démarches administratives pour la création d'entreprises. Le gouvernement congolais a mis en place des régimes fiscaux attractifs pour encourager l'entrepreneuriat dans certains secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les technologies. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Concernant les secteurs porteurs pour investir au Congo, nous avons l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme qui marche très bien. Nous avons les technologies de l'information et de la communication, l'audiovisuel et tout ce qui est événementiel, la santé également. Concernant mon expérience personnelle, depuis que j'ai pris mes fonctions ici à l'ambassade du Congo en France, je reçois régulièrement les Congolais, les jeunes Congolais dynamiques
qui viennent avec des projets et qui souhaitent repartir au Congo, entreprendre. Donc je fais le pont entre ces jeunes et les institutions qui peuvent les guider. Je peux prendre quelques exemples. J'ai reçu un jeune Congolais designer qui est venu me voir un jour au bureau. Il me dit, madame, je fais du sur-mesure, j'ai des sacs. Mes tenues sont portées par des chanteurs, par des étrangers. Et mon rêve est qu'un jour, des Congolaises portent mes sacs. Et pour l'encourager, j'ai pris un sac. Je dis, bah écoute, ça serait une fierté de porter un sac confectionné par un jeune en plus très talentueux. J'ai mis en contact avec le ministère des petites et moyennes entreprises à Brazzaville. L'année dernière, il a été invité à la semaine du Rafia par la ministre. Et aujourd'hui, son dossier est retenu au FIGA pour sa création d'entreprise. Il va former les jeunes au Congo et créer de l'emploi. Je reçois aussi des jeunes qui sont dans le domaine du tourisme, qui veulent entreprendre au Congo récemment. Il y a une compatriote qui est rentrée du Congo et voilà. Les exemples sont nombreux. En matière de tourisme, nous avons un Congolais qui s'appelle Kiki Lawanda. Je ne sais pas s'il y a des Congolais dans la salle qui ont entendu parler de lui. Il est issu de la diaspora congolaise, étudié en France, rentré au Congo. Aujourd'hui, ils vendent du Made in Congo. Et c'est une fierté. Donc, nous sommes là. L'ambassade est disponible. Ceux qui veulent venir me voir, je suis disponible. Que ce soit les Congolais ou les autres qui veulent entreprendre au Congo, nous avons le conseiller économique qui est là, le bureau de liaison qui peut également vous écouter. Nous sommes là. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on encourage la diaspora dotée d'expérience à partager, à rentrer en Afrique pour le développement d'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vais donner la parole à présent au représentant de l'ambassadeur de Guinée à Paris, qui va également nous entretenir sur ce que fait son pays et particulièrement son ambassade pour les repas. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Club Efficience, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues diplomates, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'assister à cet important événement au nom de mon ambassadeur, son Excellence Sila, qui aurait souhaité être les nôtres, mais qui malheureusement, pour des raisons de force majeure, me charge de vous transmettre ces sincères et fraternelles salutations et vous prie de l'en excuser. En son nom et à mon nom propre, je voudrais vraiment remercier le Club Efficience et l'ensemble des membres, et enfin l'ensemble de ses membres pour nous avoir invités et pour nous réunir ici ce soir pour discuter de cette problématique hautement importante qui est en fait le retour de notre diaspora qui est fortement attachée à ses origines et qui veut participer activement au développement socio-économique du continent. Soyez-en vraiment félicités. Donc vous l'avez dit dans votre note conceptuelle que nous avons reçue, en fait, la diaspora constitue un vivier de talents et de compétences. Et nos pays l'ont vraiment intégré. C'est pourquoi, au niveau de la République de Guinée, cette volonté vraiment d'associer notre diaspora
notre diaspora au développement du pays, elle est portée au plus haut niveau. À commencer par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit aux missions diplomatiques et consulaires de faire vraiment de cette diaspora une priorité, de les écouter et de chercher des problèmes, de chercher des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, il a fait savoir que partout où un Guinéen se trouve, il doit être assisté, il doit être écouté, il doit être considéré. Donc, à ce titre, comme l'a dit la collègue du Congo, en République de Guinée, nous avons aussi une direction des Guinéens de l'étranger. Et au sein de cette direction, nous avons le bureau d'accueil, d'orientation et suivi, qui est chargé d'accueillir et puis d'accompagner notre diaspora qui souhaite retourner au pays, qui souhaite investir au pays. Parce que cela est parti d'un constat simple. Nous avons remarqué, et je pense que c'est d'ailleurs partout pareil, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le président du patronat camerounais, les diasporas ont souvent tendance à emprunter des circuits parallèles quand elles rentrent au pays, quand elles veulent investir au pays. Et cela a souvent tendance à les décourager parce que le plus souvent, elles se font arnaquer et leurs investissements sont perdus. Alors qu'il y a au sein de nos États des institutions vraiment qui existent, qui sont là pour eux, pour les accueillir, pour les informer, pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets et pour la sécurisation de leurs investissements. Et nos pays ont besoin de leur diaspora, non seulement à cause des compétences qu'ils ont réussi à acquérir à l'étranger et aussi au niveau des investissements qu'ils peuvent apporter. C'est la raison pour laquelle en Guinée, en plus de la direction générale des Guinéens de l'étranger, nous avons l'agence de promotion des investissements privés. Et cette agence a fait un travail vraiment formidable dans la mesure où, dans cette première mission, elle a essayé d'identifier d'abord les secteurs porteurs et les secteurs prioritaires d'investissement, et notamment l'agriculture, le secteur agricole, le tourisme, le secteur des infrastructures. Il a été dit tout à l'heure que dans nos pays, tout est à faire. Tout est à faire et ça ne se fera pas sans la diaspora. Donc, vous occupez une place importante pour nos pays. Merci beaucoup. Merci infiniment. On peut l'acclamer. Je vais à présent, avec vos permissions, donner la parole à son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Imingol Kassongo, pour sa présentation. Il va effectivement, comme les autres, vous parler de ce que fait son pays et principalement son ambassade. Monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment, monsieur le modérateur, et je profite également ici pour rendre hommage aux organisateurs de cette manifestation qui pour nous a une portée incommensurable, dans la mesure où aujourd'hui, je pense, et nous sommes tous pour la plupart ici des enfants de la diaspora. Et moi-même qui vous parle, j'ai passé près d'une quarantaine d'années ici en France, où j'ai fait tout mon cursus universitaire. Je suis un pur produit de cette diaspora. Et je voudrais, avec l'autorisation de vous-même, des organisateurs, ainsi que de distingués participants à ces forums, partager avec vous quand même l'émotion qui est la nôtre, le drame. Au moment où nous sommes en train de parler ici, il y
sommes au XXIe siècle. Et cette crise a un caractère récurrent. C'est depuis 1994, lorsque le Rwanda a commis son génocide, que le malheur de la RDC a commencé. À l'époque du génocide rwandais, le gouvernement congolais à l'époque, c'était le maréchal Mobutu de mémoire, qui avait perçu les difficultés à venir de la RDC. Il avait demandé qu'on ferme les frontières, qu'on ouvre les frontières, parce que tous ceux qui fouillent les génocides, s'ils prennent la direction de la RDC, après nous aurons une autre vie à gérer. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui, la RDC fait face à une situation à l'est de la République. La RDC, c'est quand même 2 335 000 km², c'est presque 5 fois la France. La RDC, c'est 9 voisins, tout un défi géostratégique. 9 voisins. Et avec ces 9 voisins, nous avons toujours vécu en intelligence. Nous avons toujours pensé que les richesses de la République démocratique du Congo, ce n'était pas pour nous-mêmes. Je donne souvent l'exemple à mes étudiants. Lorsque, au XVIIIe siècle, il y a eu la révolution industrielle avec la découverte de la machine à vapeur, ce n'était pas une génération spontanée dans tous les États européens. C'est au bord de la Tamise, en Angleterre, qu'est née la révolution industrielle. Mais par les commerces, les échanges entre la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et tous les restes des pays, et la France d'ailleurs avec Colbert, et avec construit à l'époque, on a parlé des manufactures de Colbert. Comment faire en sorte que nous puissions aussi produire ce qui peut plaire aux Anglais pour que la croissance économique anglaise serve aussi à développer la croissance. On ne se développe pas seulement par son PIB, mais aussi par les commerces. C'est essentiel. Et la RDC, nous avons toujours mené une vision panafricaniste de notre gestion économique en nous disant que les richesses importantes que détient la RDC pouvaient servir non seulement à la sous-région, mais à l'Afrique tout entière, par les échanges. Ce qu'on appelle les échanges intra-africains. C'est un canal essentiel pour les développements, pour que l'impact des développements puisse atteindre l'essentiel des pays africains. Mais ces richesses aujourd'hui, comme quelqu'un a écrit un jour en parlant de la réduction des ressources naturelles, la RDC, c'est un pays maudit à cause de ses ressources. Tous ces millions de morts. Tous ces millions de morts, ce n'est pas parce que nous sommes allés nous aventurer pour envahir un pays voisin que nous devons quelque chose à un pays voisin. Tous ces millions de morts, parce que nous avons un pays voisin que vous connaissez et qui a jeté son dévolu sur les richesses de la RDC. Et pourtant, les pays, les gouvernements étaient disposés, et les chefs de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à visiter tous les mêmes voisins en leur posant cette question: qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que, à travers les commerces, nous puissions avoir un développement mutuel? On a même invité certains, celui qui nous fait la guerre aujourd'hui, de mettre en place une raffinerie d'or, alors qui sort de la République démocratique du Congo, peut-être raffinée en y ajoutant une valeur ajoutée. Les pays en profitent et le reste, ils vont à l'étranger et gagnent de plus-value. Mais aujourd'hui, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'on a privilégié l'exploitation illégale, qui est source de la guerre. La guerre qui est au Congo aujourd'hui, c'est une guerre d'exploitation illégale des ressources minérales stratégiques et rares que dispose la République démocratique, sans compter les velléités expansionnistes et hégémonistes. C'est dans ce contexte que nous avons pensé ici venir échanger sur un thème, puisque
que quand j'ai vu le document qui nous invitait à prendre siège ici, dans ce forum, je me suis dit, quel que soit l'agenda, vous imaginez bien l'agenda d'un ambassadeur pour un pays qui est en guerre, c'est pas facile déjà. Mais j'ai tenu à être là, et c'est pour ça que j'ai rappelé aux organisateurs que ça faisait 2 heures que j'étais là. Merci beaucoup. La RDC, c'est un pays qui dispose d'un grand potentiel, notamment au niveau minier. Dans la littérature courante, on parle de la RDC comme un scandale géologique. Effectivement, quand vous prenez ceux qui ont fait des études, pas seulement des chimies, nous tous on est passés par les études secondaires, on connaît bien les tableaux de Mendeleev. Si vous prenez les tableaux de Mendeleev qui enseignent les différentes ressources par l'air alchimique, par l'air formé chimique, vous êtes sûr à quelque chose près de voir dans ces tableaux de Mendeleev l'ensemble des éléments renseignés dont la RDC produit. Il y en a même certaines terres rares qui ne sont pas encore répertoriées sur ces tableaux de Mendeleev. Et la RDC, sur ces 30 ans de guerre, a connu une crise aussi sur le plan de l'éducation, de la formation. Toutes ces années de crise pendant les 30 ans, l'éducation, les secteurs éducatifs, j'en parle avec autorité parce que moi-même je suis un ancien ministre de l'enseignement supérieur, nous avons constaté une carence, une baisse de la qualité de l'enseignement. Je me suis toujours demandé pendant ces 30 ans, comment nous allons ouvrir ces trous noirs où, dans les générations, vous allez trouver un déficit des profils bien formés dans les différents domaines. Mais Dieu nous aime beaucoup, parce que pendant ces temps, beaucoup de nos compatriotes ont quitté le pays pour vivre dans la diaspora. Et ils se sont formés. Voilà pourquoi la diaspora congolaise, dont la France détient le nombre le plus important de toutes les diasporas, la présence des Congolais à l'étranger. Aujourd'hui, on estime la présence des Congolais de la République démocratique du Congo en France autour de 70 100 000. Et parmi eux, des cadres bien formés. Depuis que je suis à l'ambassade, je vous assure, j'ai vu des moments parfois très émotifs. Quand je vois le profil, d'ailleurs je les appelle la lame des fronts, de la République démocratique du Congo. Nous avons ici une armée, des médecins, des ingénieurs, des polytechniciens, dans tous les domaines, même des sages-femmes bien formées, puisqu'on en a besoin. Et donc, nous avons un potentiel, avec des hommes et des femmes d'une grande créativité, et qui sont très attachés à leur pays. Et je pense que ces derniers jours, ici, depuis cette semaine, il y a déjà beaucoup de Congolais qui marchent, qui battent les pavés de Paris, pour défendre par patriotisme leur pays, mais la même détermination, ils le font à ce qui concerne les secteurs économiques. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui des chefs d'entreprise au pays. Et je voudrais dire ici, sans rentrer dans beaucoup de détails, que le gouvernement congolais, pour montrer l'importance de la diaspora dans la vision économique du gouvernement, des gouvernements successifs, on a créé un ministère des Congolais et de l'étranger. Pendant plusieurs années, nous avons eu un ministre des Congolais et de l'étranger. On a mis en place une maison des Congolais et de l'étranger. Et ce que nous sommes en train, ça serait très long de rappeler l'ensemble du processus, mais il faut noter que l'ouverture aux Congolais de l'étranger, à l'occurrence ceux qui vont pour investir, pour entreprendre au pays, aujourd'hui, les présidents de la République, les gouvernements ont mis en place un certain nombre d'agences, parce que le problème aussi, c'est le climat des affaires. Le climat des affaires au pays. Et sur ce plan,
des climats des affaires, vous avez des agences comme l'ANAPI, qui permet aujourd'hui, qui facilite l'accès aux procédures de création des entreprises, avec des délais les plus stricts possibles. En 2 jours, en 48 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Et toutes les procédures, toutes les démarches qui se faisaient sur plusieurs fenêtres, aujourd'hui, on n'a qu'une seule fenêtre, celle des maladies. Vous allez, vous prenez les formulaires, vous remplissez. Et le lendemain, vous commencez votre activité. Il est bien entendu, beaucoup de gens, effectivement, se plaignent, beaucoup de nos compatriotes se plaignent notamment de la fiscalité, de la douane, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a des réformes en profondeur. Et vous avez également, depuis bientôt 3-4 ans, on a créé ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Dans ces zones économiques spéciales, il y a des créateurs d'entreprises qui bénéficient des régimes fiscaux, des régimes douaniers d'exception. Les secteurs d'intervention, il y a plusieurs secteurs, il n'y a pas que les secteurs miniers. La puissance de la RDC, je pense aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le secteur minier, parce que la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. Je me souviens dans un article sur Canard enchaîné, un journaliste avait écrit en disant « Définissez-moi la RDC ». Et il a donné une définition de la RDC en disant « Un pays riche en sous-sol et pauvre en surface ». C'est vrai qu'il y a un paradoxe entre les richesses, les potentiels des richesses, et la norme de vie qu'on peut offrir à nos populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons que la stratégie qui longtemps a privilégié l'exploitation du sous-sol en termes minéraux ne nous a pas beaucoup servi. Dans la mesure où nos minerais sont exportés à l'état brut, alors qu'elles devraient être transformées localement de manière à créer, à développer une industrie et à créer des emplois et à partager une norme de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans cette logique de la transformation de nos minéraux pour qu'ils ne puissent plus traverser les frontières à l'état brut. Sans compter que la vision actuelle du gouvernement, c'est ce que nous appelons la revanche du sol sur le sous-sol. Et donc, le secteur agricole devient une des grandes priorités de l'action gouvernementale. Et à ces propos, j'encourage tous ces agronomes et autres chefs d'entreprise de la RDC qui rentrent au pays juste pour s'engager dans le secteur agricole. Et les résultats sont de plus en plus visibles. Je pourrais parler d'autant sur le tourisme. On est plus surpris aujourd'hui de voir une famille atterrir à l'aéroport de Djila-Kinshasa. Papa, maman, les enfants, même des petits-enfants, ils viennent passer leur séjour touristique en RDC. La ville qui est aujourd'hui assiégée par des rebelles, soutenue par les Rwandais, la ville de Goma, c'est l'une des meilleures stations balnéaires de la RDC. C'est un site touristique incroyable, à l'est de la République, autour du lac Kivu. Donc, je voudrais ici encourager, vous pouvez vous interroger, je vais m'arrêter là, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'ambassade pour encourager cela? Je crois que dans la salle ici, il y a probablement des compatriotes qui viennent de temps en temps à l'ambassade. D'abord, nous allons alléger la procédure pour obtenir le visa. Beaucoup de nos compatriotes de la diaspora ont acquis une nationalité étrangère et on leur a appliqué
les mêmes normes de procédure que les Congolais d'origine. On a mis fin à ça. Ça prenait parfois 15 jours, et même quand on fait un express, parfois 3-4 jours. Et aujourd'hui, vous arrivez avec votre passeport avant 10 heures, vous revenez à 14 heures et tirez votre visa. Bravo. Et donc, j'encourage. Nous avons créé également une association fêtière, ce que nous appelons les collectifs des organisations corporatives et associations. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure, nous avons réussi à répertorier, corporation par corporation, les nombres de nos compatriotes congolais, créateurs d'entreprises dans tel domaine. Pas plus tard qu'hier, nous avons tenu un déjeuner avec des investisseurs congolais ou étrangers, mais qui veulent aller au Congo investir. Voilà. Et nous multiplions ces genres d'initiatives, soit dans le différents formats, petit déjeuner comme ce qu'on a fait hier. Et dans 2 jours encore, je pense que le mercredi, dans 4 jours, certainement, nous aurons ce qu'on appelle en astronomie un after work. Nous aurons un after work. Toujours dans le domaine d'inciter, pour pouvoir inciter nos compatriotes, de soutenir ceux qui veulent rentrer au pays, aller investir. Ah ouais. Donc, vous êtes sûr que chaque semaine, nous organisons des expositions, nous avons des artistes, des peintres et autres. Nous avons dans les différents domaines gastronomiques et autres, nous vivons l'expérience ensemble avant que cette expérience soit extrapolée au pays. Donc, je voudrais ici profiter de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont des initiatives. Nous sommes ouverts à ça et nous constituons l'interface entre vous, la diaspora, et les pouvoirs des gouvernements en place au pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour cette exposé. Je vais, par anticipation, préciser que vous pouvez nous quitter à tout moment parce qu'on sait que vous avez des contraintes extrêmement importantes et on est très touché par la marque de considération que vous accordez au groupe Efficience pour avoir pris de votre temps pour être parmi nous cet après-midi. Je vais à présent donner la parole au représentant de l'ambassadeur du Cameroun en France, M. Christian Ndouatsama, qui est ministre conseiller, qui va nous parler du continent. J'ai toujours du mal à comprendre et je me suis dit, si le Cameroun est l'Afrique en miniature, c'est normal qu'on appelle le Cameroun le continent. Et je tiens à préciser que M. Ndouatsama est chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous pouvez me corriger si jamais je me trompe. Merci beaucoup d'être là et vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller, monsieur le président du Club Efficience, chers membres du Club Efficience, mesdames et messieurs, je voudrais à mon tour satisfier assez rituel la présentation des regrets de son état, monsieur l'ambassadeur, qui tenait personnellement à être là, mais qui, pour des raisons de contraintes républicaines de Bénin, a dû parce que c'est un Camerounais qui ce jour à organise hier, maîtriser les gens. À raison de son absence de que c'est la politique. dont je vous parle. Je voudrais également saluer à mon tour l'initiative du Club Efficience qui est aujourd'hui un appui majeur aux politiques publiques de nos États, car nous savons que les conclusions et la densité des échanges ici servent particulièrement à nos États. C'est d'ailleurs le sens de la présence des ambassades qui acceptent de partager avec ce club qui est aujourd'hui pignon sur rue en termes de think tank qui compte à Paris et nous en sommes tous fiers.
Je voudrais remercier le modérateur qui m'a facilité la tâche parce qu'il a été assez concret dans le questionnement et le débat qui était adressé à tous les membres du panel. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Ce sera d'autant plus facile pour moi que les prises de parole des représentants des autres États ramassent globalement les réalités qui sont également communes au Cameroun, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller de manière concrète sur ce que le Cameroun fait pour attirer, pour encourager, pour soutenir le retour de la diaspora. Naturellement, au plan institutionnel, beaucoup a été dit. Et depuis 2009, au Cameroun, nous avons la division des Camerounais à l'étranger qui a élaboré la politique nationale d'encadrement, de suivi et de gestion de la diaspora. Et elle a également, dans cette dynamique, constitué un fichier de la diaspora camerounaise avec un accent particulier sur les acteurs économiques, sans dire que les autres ne sont pas importants, non, parce que le retour dont nous parlons ici, je préfère orienter mon propos dans ce sens, c'est celui d'une diaspora qui est prête à venir accompagner le gouvernement dans son effort de développement. Donc il y a ce fichier qui existe, il y a un fichier de l'association de la diaspora qui est opérationnel. Je vais lui poser une question. Et comme l'a dit aussi l'ambassadeur de RDC, un défi majeur pour faciliter la mobilité de la diaspora, tant celle Camerounais qui ont acquis d'autres nationalités, ou alors ceux des cabinets de la diaspora qui ont gardé la nationalité, on a mis un accent sur la facilitation dans l'obtention des visas. Calmez-vous, calmez-vous. Un visa qui s'obtient en une journée ou en 24 heures sans même payer à l'ambassade, c'est une facilitation. Ouais. C'est vrai, oui. C'est ça, oui, c'est vrai. Bravo. Vous avez beaucoup à faire encore. Le passeport s'obtenait après 6 mois, aujourd'hui vous avez votre passeport après 10 jours au maximum. Bravo, vous avez encore à faire. Donc c'est des acquis qui contribuent à notre effort d'accompagnement. Ça a changé un peu, mais c'est encore un peu. C'est certainement. Il y a encore un peu à changer. Mais cela ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, des réflexions sont en cours avec le ministère de la Justice, avec la police, avec le Bureau national de l'État civil, pour d'autres documents consulaires qui sont essentiels dans la mobilité des familles, que ce soit des éléments du casier judiciaire, que ce soit la carte nationale d'identité. Les réflexions sont en cours pour accompagner cette dynamique de dématérialisation des documents consulaires. De manière concrète aussi, nous voulons dire à l'actif du ministère des Relations extérieures que le FODIAS qui a été organisé dans la dynamique de la création de la division camerounaise à l'étranger a été récupéré lors du Grand Dialogue National de 2019 pour produire aujourd'hui des résultats un peu plus concrets encore. Le comité interministériel qui était en charge de la réflexion sur le fond de la diaspora et qui a mené des descentes sur le terrain au Maroc, au Mali, où des expériences plus avancées en termes de gestion des fonds de la diaspora on pouvait les consulter là, le document est finalisé, il est aujourd'hui soumis sur la table pour la décision ultime. Et ce sera un fonds qui accompagnera la diaspora dans la réalisation de ce projet, mais également qui va recueillir tous les financements potentiels d'une diaspora qui est prête à accompagner les efforts de l'État, les efforts des compatriotes dans la réalisation de ce même projet. Je voudrais également évoquer, pour aller un peu plus rapidement, cette série de mécanismes d'accompagnement au plan fiscalo-douanier, au plan des abattements, au plan des exonérations qui rentrent avec la SND 30. Il y a des volets spécifiques réservés exclusivement aux acteurs de la diaspora quand ceux-ci interviennent dans le domaine des projets d'éducation,
des projets de santé, des projets d'innovation, des projets de développement des matériaux locaux. Et ceci n'exclut pas la diaspora de toutes les autres facilités offertes aux acteurs locaux qu'on a quand même sur place. Donc c'est des plateformes, c'est des opportunités qui sont véritablement adressées à la diaspora. Il suffit de vous y intéresser. Je vais également évoquer la plateforme mise sur pied récemment par la communauté urbaine de Douala, l'UCAD Diaspora, l'UCAD Diaspora, s'investit pour la communauté urbaine de Douala. Il s'agit d'une plateforme électronique spécialement dédiée à la diaspora et pour laquelle, si vous me permettez de citer le délégué du gouvernement lors de son lancement le 26 juin 2024, il a dit qu'il est question de co-construire le développement de Douala avec les Camerounais et les étrangers qui sont une force pour notre pays. Et de manière concrète, à quoi ça renvoie? Cette plateforme numérique permet aux Camerounais de la diaspora de soumettre leurs projets de développement pour la ville de Douala. Elle offre également des services tels que le partenariat public-privé, un interlocuteur désigné à distance, une assistance au projet, des services en ligne, un réseau de prestataires agréés et la mise à disposition des facilités foncières. Donc c'est des éléments nouveaux qui sont mis à votre disposition et que nous vous invitons à saisir. Pour conclure, l'outil diplomatique, les ambassades. Là, c'est une politique ferme qui a été instruite pour mission diplomatique de tendre la main à la diaspora, d'être à l'écoute de la diaspora. Vous allez observer, je l'ai dit tantôt, que notre présence ici, c'est des acteurs de la diaspora qui l'organisent. À des moments, à l'époque très reculée ou alors pas, c'était difficile de voir l'ambassade aussi attentive que les promoteurs de cette initiative. Aujourd'hui, c'est des institutions fermes. Le club Efficience aujourd'hui est un acteur que nous écoutons. Vous allez voir avec les FRACA, l'association des élus politiques et professionnels d'origine, des élus camerounais, des élus français d'origine camerounaise. Ce sont nos interlocuteurs. Ils organisent des sessions. Nous organisons mutuellement des sessions d'échange, de partage où tout est dit, tout est mis sur la table. Nous accompagnons beaucoup d'initiatives. Ici, il y a un bureau dédié à l'ambassade pour recueillir des propositions et nous adressons des correspondants de manière claire pour dire voilà les acteurs qui veulent avancer, soutenons-les. Je voudrais partager une expérience récente pour vous dire à quel point c'est des réalités dont on ne peut pas douter. Vous avez certainement vu la communauté camerounaise. Un élément d'information sur les réalités, certaines difficultés dans nos postes douaniers. Ça, c'est une interpellation de la diaspora qui a été adressée à l'ambassade. Et l'ambassade a fait son travail parce qu'il s'agit pour nous de prendre conscience du mandat qui est le nôtre, de soutenir la diaspora et d'interpeller nos vis-à-vis au pays pour que les présenteurs et les douteurs soient levés. Mais je vais conclure en disant autant l'ambassade, autant le gouvernement, autant les institutions camerounaises sont conscientes de la nécessité de travailler étroitement et d'améliorer, autant la diaspora elle-même doit savoir qu'elle est acteur déterminant pour la réussite de tout ce qui est fait pour elle. Je vous parle concrètement d'un cas qui interpelle les associations de la diaspora. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas s'imposer comme seul acteur régulateur. Il s'agit d'un partenariat avec l'acteur de la diaspora. Vous avez comme interlocuteur le gouvernement, mais nous voulons aussi avoir comme interlocuteur des associations unifiées. Ce matin, j'ai échangé en prélude à cette séance avec nos collègues du ministère. Ils disent qu'il est parfois difficile d'agir avec la France où il y a 5 organisations de la diaspora qui veulent s'affirmer comme acteurs exclusifs. Une initiative est menée. Au lieu de la soutenir, l'autre association viendra et voudra affirmer que c'est nous, c'est pas les autres. Ça n'aide pas la politique de l'État à vous soutenir. Donc autant l'État est déterminé à être toujours à vos côtés, autant la diaspora elle-même doit s'auto-structurer pour que les choses soient plus fluides. Donc c'est pour moi l'occasion de rappeler que les ambassades sont, l'ambassade est là pour vous,
pas seulement au Cameroun. Vous irez en Allemagne, où il y a des programmes avec la GIZ, où il y a des financements pour les retours. Il y a des financements pour les étudiants qui ont fait leurs études en Allemagne. C'est des programmes conjointement menés avec le gouvernement de la République. Donc la dynamique est là. Je ne voudrais pas, je me suis retenu de faire un exposé complet parce que tout a été dit. Nous sommes déterminés à travailler avec cette diaspora parce qu'il y a un défi majeur, comme l'a toujours relevé le chef d'État et tous les acteurs institutionnels qui interagissent avec les groupes de la diaspora. Nous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ondoatsama. Merci beaucoup. Christian, pour cette présentation des différentes opportunités et surtout de ce que l'ambassade fait au quotidien. Je vais maintenant donner la parole au dernier intervenant de ce panel. C'est le consul général de la Côte d'Ivoire, son Excellence Isiakia Konaté. Et je tiens à noter la présence dans la salle de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, qui est là, lui-même, M. Vandama, qu'on peut applaudir très très fort, et qui était déjà avec nous le matin, et qui nous fait l'amitié d'être là. Donc, M. Isiakia Konaté, nous vous donnons la parole pour écouter effectivement ce que la Côte d'Ivoire, à travers son ambassade ici, fait pour les urbains. Merci. Merci infiniment. Je voudrais à mon tour m'associer aux remerciements adressés aux organisateurs et bien entendu noter la présence très importante de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, non à Paris, et auprès de la principauté du Monaco. Puis vous dire merci de votre invitation. Et vous dire également que nous sommes très heureux, nous, le pays des champions d'Afrique, les femmes de Paris. C'est le problème. Oui, c'est le problème. Oui, c'est le problème. Ouais, papa. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Laissez sur place, ta tête me dérange. Non, tu ne peux pas laisser comme ça, les gens, c'est pas. Les politiques de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, donc la prise en compte de l'ensemble de leurs préoccupations lorsqu'on parle de la diaspora, intervient essentiellement avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Après le 26 mai 2011, lorsqu'il rencontre la diaspora à Paris, il lance un important appel à la diaspora. Il leur demande de revenir en Côte d'Ivoire, de se mettre à la disposition du pays et de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et tout commence par là. Ensuite, création des ministères, création d'une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, que j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger pendant 10 ans, avant ensuite d'être affecté ici comme consul général de la République de Côte d'Ivoire à Paris. C'est le cas pour moi, à Paris. Et donc, il y a plusieurs initiatives en Côte d'Ivoire concernant la diaspora. Mais avant d'en venir à cette initiative, moi j'ai un message très important à apporter à la diaspora, parce que je pense que c'est utile. Moi, je parle de ce que j'appelle le HPP. De l'humilité, de la patience et de la persévérance. Lorsque la diaspora doit retourner dans les différents pays africains, c'est très important. Parce que sans ces éléments, on peut facilement brûler les pistes de réinsertion dans nos différents pays. Le deuxième élément que je tiens à apporter, le deuxième message très important pour moi, c'est que nos diasporas doivent constituer des forces de développement de nos États. Donc elles doivent s'éloigner des critiques inutiles des États africains. C'est aussi très important. Et en revenant, en disant cela, je prends l'exemple personnel que je suis quelqu'un issu de la diaspora. Et en Côte d'Ivoire, on met plusieurs initiatives. On a mis en place un plan qui prend en compte l'ensemble des Ivoiriens de l'extérieur lorsqu'ils doivent retourner en Côte d'Ivoire. On a même un plan de réinsertion des Ivoiriens de l'extérieur. On a mis en place un dispositif qui peut permettre d'appuyer l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Et le ministère de la Jeunesse, ici, déjà ici en France, permettent à travers des dons, des prêts, on va dire de 500 000 € à la diaspora pour ouvrir des projets très importants en Côte d'Ivoire. Et ces initiatives se poursuivent. Et nous organisons également en Côte d'Ivoire la destination de la diaspora, ce qu'on appelle le Forum de la diaspora, qui est un cadre d'échange fondamental de la diaspora avec le gouvernement, de telle sorte à voir les politiques qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'il faut les revoir?
Ensuite, la Côte d'Ivoire, au niveau du ce qu'on appelle le CPC, donc c'est le centre d'investissement en Côte d'Ivoire, a un guichet unique, les gens de la diaspora, où la diaspora peut s'informer à la création d'entreprises. Normalement, en Côte d'Ivoire, une création d'entreprise va prendre 48 heures, au maximum 72 heures. Également, nous avons des guides de projets de certaines régions de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des régions, par exemple, la région de San Pedro. Si vous voulez investir dans la région de San Pedro, le ministère des Affaires étrangères, à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, avait mis en place un guide d'investissement de ces régions en mettant des projets que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez investir dans ces différents pays. Et il y a aussi des initiatives en faveur de l'accès au logement. J'ai parlé des banques du projet. La Côte d'Ivoire aussi fait des recrutements par appel à candidature de la diaspora. Lorsqu'elle revient en Côte d'Ivoire, donc plusieurs personnes de la diaspora ont pu être recrutées sur ces différentes initiatives, en plus des politiques dont j'ai parlé. Et puis je voudrais également parler de la cartographie de la diaspora ivoirienne, qui a été mise en place, qui est disponible. Hein. Tout à l'heure, j'ai un prospectus, on pourra permettre que les personnes puissent partager ce prospectus et dire qu'on n'a même pas une banque d'investissement qui est en train d'être mise en place. On a le compendium des compétences de la diaspora qui est en place et un accompagnement personnalisé aujourd'hui à la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Voilà en quelques mots ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais je vais terminer sur une note aussi à destination de la diaspora. Parce que pour nous en Côte d'Ivoire, c'est important de aussi passer des messages positifs autour de l'Afrique. De mon expérience, lorsque je rencontre la diaspora, on a souvent l'obsession de repartir forcément vers notre pays d'origine pour porter un projet d'investissement. Le message que j'ai pour vous par rapport au fait que je suis de la diaspora, certains projets que vous portez peuvent ne pas avoir de pertinence dans votre pays d'origine, mais ils peuvent être beaucoup plus pertinents dans un autre pays. Donc il faut sortir des vacances, des différentes. C'est bien. Et si votre projet est beaucoup plus porteur, si vous êtes camerounais, que votre projet est beaucoup plus porteur en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas, venez en Côte d'Ivoire. C'est ça! C'est ça même! On arrive! C'est ça! Immobilier, j'arrive! J'ai eu l'occasion de parler avec le continent. Je voulais dire ce gentil mot et puis ensuite dire que je souhaite qu'on continue ici en Afrique. On a un événement dans quelques jours. On lancera des invitations sur la liste de présence pour permettre aux personnes de participer. On voit énormément de pays africains se voir ici pour créer une certaine dynamique. Et j'ai terminé sur une suggestion, c'est peut-être qu'on travaille à la mise en place des visas qui permettent d'entrer à la fois dans plusieurs pays africains. Ah ouais! Wouh! C'est ça même! C'est ça, monsieur le consulat! Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Isiaka Konate pour son exposé et pour ces mots. Et j'ai envie de dire, Excellence, vous m'avez ôté d'un doute, parce que justement, la critique que je m'apprêtais à faire, c'était de dire, on remarque que chaque État africain se bat pour faire retourner sa diaspora. Ce qui pour moi est une véritable incongruité. Parce que la réalité, c'est qu'on parle tous les jours de l'Afrique. Mais à chaque fois qu'on veut faire des choses, on essaie de faire chacun sa chose dans son coin. Et c'est ça le véritable problème. Bravo la Côte d'Ivoire. Je suis d'Ivoire. d'accord avec moi qu'aussi longtemps que nous aurons cette vision minimaliste, parce que ne nous mentons pas, nos États, nos pays, nous en sommes très fiers, mais c'est des micro-États. Moi, je suis originaire d'un pays, le Cameroun, environ 30 millions d'habitants. C'est à peine un quartier bien peuplé en Chine. Vous comprenez que dans cette configuration-là, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai été tellement rassuré de vous entendre dire, quand on dit retourner en Afrique, ça ne veut pas dire que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, les Congolais au Congo, les Camerounais au Cameroun. Ça dit les Africains en Afrique. C'est ça. Pour que ce soit une réalité, il faut qu'on sorte des discours aux actions. Moi qui suis journaliste, qui voyage énormément, j'utilise en moyenne 2 à 3 passeports par année. Mais le gros problème, c'est les pays africains.
partir d'un pays africain à un autre pays africain. C'est un problème. Mon passeport est sali par les visas africains. J'ai du mal à comprendre, vu l'amour qui existe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pourquoi je dois encore prendre un visa pour aller dans ma belle famille. Donc je pense que nous avons des problèmes concrets à régler et je pense que c'est un ensemble. Je pense que c'est vraiment un ensemble. Parce qu'on est aujourd'hui en train de parler de cette diaspora qui doit rentrer, qui doit contribuer. Mais il faudrait aussi qu'on travaille pour que le cadre facilite ces retours. Et comme vous avez dit, vous pouvez avoir un projet de pisciculture au Cameroun, mais il n'est pas pertinent au Cameroun, mais il est au Congo. Il est en Guinée. Au lieu de vous enfermer dans votre pays pour aller faire un projet qui va péricliter, allez vers où on vous offre des opportunités. Donc je voulais vous remercier vraiment d'avoir souligné cela, parce que cela me semble fondamental. Et pour terminer, je voudrais dire, aucun pays ne s'est transformé sans sa diaspora. Vous devez l'intégrer. On parle beaucoup du miracle du dragon d'Asie, mais allez chercher ce qui a fait le succès de ces pays-là, vous verrez que la diaspora y est pour beaucoup. La seule différence, c'est que là-bas, on savait ce que c'est que la diaspora, et la diaspora était en mission et savait qu'elle était en mission. J'ai l'impression que nous n'avons pas toujours confiance de cela. Je vais terminer par où est entré M. Isiaka qui nous a taquiné un peu. Oui, la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, seulement pour la 3e fois. Les Camerounais, de mettre le ça va certainement s'arrêter dans quelques mois. Puisque le hasard faisant bien les choses, on a quoi ça? Dans la même poule. Donc, on va enfin trancher ce débat-là en décembre au Maroc. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais, madame, monsieur, avant de vous passer la parole, demander votre indulgence parce que je voudrais remettre la parole à son Excellence, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, monsieur Bandama, et je voulais que vous l'applaudissiez vraiment. Parce qu'il a manifesté son intérêt. Pour ceux qui sont là depuis le matin, il était déjà avec nous le matin, il nous a dit un petit mot, enfin je l'ai obligé à dire un mot, parce qu'il n'avait pas prévu parler, puisqu'il était plutôt prévu dans le panel des ambassadeurs. Et aujourd'hui il est venu, et à ma grande surprise, c'est plutôt le consul qui s'est mis à la place de l'ambassadeur. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, on m'a dit non. L'ambassadeur a estimé que pour les questions concernant la diaspora, le consul est la personne la mieux équipée pour en parler parce qu'il y a travaillé pendant des années. Et je pense que c'est une marque d'humilité qu'on ne voit pas tous les jours. C'est ça, HPP. Excellence, une fois de plus, je vais heurter votre humilité et je vais vous demander de nous faire le plaisir de prendre la parole pour nous divulguer quelques conseils et bien sûr quelques recommandations avant que nous puissions permettre au public de poser ces questions. Excellence, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Alors, monsieur le modérateur, je veux saluer votre force physique et sportive, parce que depuis ce matin, vous êtes debout. Et je vois la force et l'énergie dont vous dégagez, et je suis fier de cette force. Merci beaucoup, cher frère. Vous l'avez remarqué que, évidemment, nous avons voulu que ce soit l'ambassadeur Isiaka Konaté qui prenne la parole, parce qu'il correspond au profil exact du sujet que nous avons eu à débattre depuis ce matin. Il a été lui-même, comme il l'a dit,
de la diaspora ivoirienne, 20 ans en Angleterre, 10 ans directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il a donc participé à la conception de la politique ivoirienne sur les diasporas ivoiriennes et aujourd'hui, consul général de la Côte d'Ivoire à Paris. Il a donc une vaste et riche expérience sur les questions de la diaspora ivoirienne et vous l'avez remarqué à travers le brillant exposé qu'il a fait, qui était qu'un résumé de ce que la Côte d'Ivoire a fait. Merci. Je prends la parole cet après-midi pour renouveler mes remerciements au groupe Efficience. Parce que l'enseignant que je suis sait que l'action est toujours précédée par la réflexion. Et aujourd'hui, l'Afrique s'approprie la réflexion. C'est donc un bon présage pour les actions de qualité. Et les réflexions auxquelles nous avons eu droit ce matin justifient que nous ayons foi en l'Afrique. Donc, j'ai souhaité prendre la parole pour dire des mots d'encouragement et de félicitations au groupe Efficience. Et que ce groupe puisse continuer de porter le leadership de la réflexion des diasporas africaines, ici en France, pays de la pensée. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement dire merci. Ah, merci. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et le panafricanisme commence par ça. C'est ça. Le panafricanisme de la pensée juste, de la pensée bonne, de la pensée créatrice. Ce matin, nous avons eu le bonheur d'écouter nos dirigeants, nos experts, nos PDG, les startups, et nous sommes fiers. L'Afrique sera, et elle sera à la place qu'elle a été, elle a toujours été, parmi les premiers, le premier. Et c'est d'abord les ressources humaines de qualité. Donc, nous avons le devoir de croire en Afrique. Je termine par dire que ce matin, les jeunes dames ont parlé de finances. Évidemment, si les diasporas africaines constituent la première force d'investissement dans notre pays, que nous apportons un peu plus d'argent que les bailleurs de fonds, M. Fall Mamadou est là, il en a parlé. Mais dans quel secteur nous investissons? Nous avons de l'argent aux ménages, à nos parents, pour le quotidien, pour les charges familiales, pour les funérailles, pour la scolarisation. Mais il faut aussi investir. Il faut investir. Je ne vais pas rentrer dans les questions de monnaie. Quelle que soit la monnaie, si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de téléphone, si vous n'avez pas de l'eau courante, vous ne pouvez pas vous développer. Quelle que soit la monnaie. Quelle que soit la monnaie, si vous n'avez pas d'assurance de financement, si vous n'avez pas de banque, d'assurance, c'est-à-dire qu'un système financier, vous ne pouvez pas vous développer. L'Afrique est le continent qui veut faire du capitalisme sans capitaux. Capitalisme national sans capitaux nationaux. Ce n'est pas possible. Les diasporas, comme l'a dit le frère, de l'Asie sont partis avec des capitaux pour constituer des sources de financement. Des PME. On ne fait pas écouter sans capital. Un tissu économique s'est créé. Quelles que soient les monnaies, si vos banques et vos assurances sont entre les mains des étrangers, ils prendront vos ressources, quelle que soit la monnaie, que ce soit en CDI, en CFA, en Koné, en Mamadou ou en autre, ils vont les transformer en dollars et en euros et ça vient chez eux. Donc, vous pouvez créer des banques. Ah oui, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas extraordinaire,
Ce n'est pas impossible. C'est vous, vos banques, qui vont financer vos PME. Pourquoi voulez-vous que ce soit les Français qui viennent financer vos PME? C'est ça. Non. La finance, c'est le secret. C'est le secret. J'ai écouté un pasteur américain noir. Il a dit que les blancs sont tout enseignés. Il a appris toutes les sciences, sauf la science pour gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, pour trouver les sources de financement. Regardez, dans l'espace Piobois, pour créer une banque, c'est 10 milliards de francs CFA. Il faut garantir avec 10 autres milliards. Wow. 20 milliards. Mais les fonctionnaires africains, quand on parle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, les deux pays, à eux seuls font au moins 500 000 fonctionnaires. Quand on ajoute les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons au moins 2 millions de fonctionnaires. Mais il suffit seulement que chaque fonctionnaire épargne ne serait-ce que 200 € par an, ça nous crée au moins 5 banques par an. Nous mobilisons les ressources de financement. Mais avec ça, nous finançons toutes nos PME. Nous finançons nos routes. Nous finançons nos écoles. Donc, nous avons des ressources pour nous rendre indépendants. Arrêtons d'accabler la France, d'accabler tel pays. La force est entre nos mains. Constituons cette force en ayant confiance en nous-mêmes et en créant des pôles de financement. Alors, la Côte d'Ivoire, je termine sur ça, a donné une politique de financement. Et vous avez qu'en Côte d'Ivoire, des hommes qui se sont engagés à créer des banques. Par exemple, la Banque Atlantique a été créée par un Ivoirien qui s'appelle Colin Sophie. Et la Banque Atlantique est aujourd'hui la 3e banque la plus importante de l'UEMOA. Vous avez LCA. LCA Bank est créée par Jacques Akou Diabou, dans les années 90. Aujourd'hui, Jacques Akou Diabou, la banque LCA a au moins des succursales dans une dizaine de pays d'Afrique. Vous avez Cofina, Microfinance. Vous avez la COPEC en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire encourage les Africains, les Ivoiriens, à créer des banques, à créer des assurances, parce que c'est là que réside c'est que de richesse. Pour nous développer, pour nous affranchir. Merci. Et la Côte d'Ivoire et l'Afrique nous attendent. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Ça fait plaisir d'écouter un ambassadeur parler ainsi. Et je pense que c'est une force qu'on offre aux Ivoiriens. Ils parlent avec leur cœur. Ouais. Et même quand on est ambassadeur, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas de langue de bois. Et c'est agréable à écouter. Et pour renforcer ce que vous disiez, Excellence, je dois dire qu'il y a des Camerounais qui ont des banques en Côte d'Ivoire. Afriland First Bank est une banque camerounaise et bien installée en Côte d'Ivoire, tout comme la SAR Assurance. C'est pour dire qu'en réalité, vous ne faites pas que des discours parce que c'est des choses qu'on vit de manière concrète. Et vous avez dit quelque chose qui me semble être important pour sortir de cette phase avant de passer aux questions-réponses, c'est qu'il faut qu'on arrête de pleurer. Ouais. On arrête d'accuser les autres. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens, si j'étais français, je ferais pire que ce que les dirigeants français font aujourd'hui. Donc arrêtons de pleurer. Nous sommes dans un monde où les ressources sont inégalement distribuées. Si on veut se transformer, on doit travailler et arrêter d'accuser les autres. Les autres se battent pour leur survie. Voilà. Ils se battent pour leurs intérêts. À nous de nous battre pour les nôtres. Et comme le disait l'ambassadeur, nous pouvons transformer. C'est dommage que l'ambassadeur de la RDC soit parti parce que c'est le nœud gordien. Et comme le représentant de l'ambassadeur de Guinée est là, je vais le dire, ce qui crée la richesse, ce n'est pas la bauxite, c'est l'aluminium. Ce qui crée la richesse, ce n'est pas le lithium, c'est les batteries. Donc tant que la Guinée va se contenter de vendre la bauxite, la Guinée restera pauvre. Tant que la RDC va vendre le coltan, le zinc, le manganèse et laisser les autres faire des batteries, on restera pauvre.
Donc je pense que c'est là le nœud gordien du problème. Nous sommes détenteurs des richesses qui rendent les autres riches. Ouais. Ça n'a aucun sens. Le seul moyen d'être riche nous-mêmes, c'est de pouvoir transformer ces richesses. C'est que la Côte d'Ivoire est les plus grandes usines de chocolaterie du monde. Ouais. On ne peut pas produire le meilleur cacao du monde. C'est Côte d'Ivoire, sans parler de Nous Côte nous d'Ivoire. retrouvons en train d'importer du chocolat. Je suis toujours amusé quand je vais en Suisse, quand je vais en Belgique, on dit garde-moi du chocolat. Alors que c'est l'inverse qui devrait être fait. Le chocolat devait partir de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun pour se retrouver en Suisse. Vous voyez que tant qu'on ne va pas régler ces incomprétés, nos discours ne serviront à rien. C'est ça. Merci en tout cas, Excellence, d'avoir été aussi franc et direct avec nous. Je vais maintenant, Madame, Monsieur, vous passer la parole pour prendre vos questions. Et avant de le faire, je tiens à préciser. Il faut commencer ici, là. Ce panel, nous allons avoir des ateliers ici. Il y a 2 ateliers qui vont se tenir. Un sur investir en Côte d'Ivoire, que je vous recommande fortement, parce que là, on sera dans du concret. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas que des discours, il y a vraiment la possibilité de faire des choses en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous donner la parole et on va aller une fois de plus rangée par rangée. Cette fois, je vais commencer par l'extrême droite. Oula. C'est vrai que ça peut faire bizarre de parler d'extrême droite dans une salle remplie d'Africains. À part mon extrême droite. De ce côté, est-ce qu'on a des questions là-bas? Oui, il y a une dame. Est-ce qu'on peut lui donner le micro aussi? Oui, alors ma question, c'est aux est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ça? Oui, moi c'est Valérie Kamka, je viens d'Allemagne, je suis ingénieure en génie des procédés. Voilà, donc j'ai une question aux politiciens, aux ambassadeurs, de savoir quelle est la raison qui se cache derrière le fait que le PIB aujourd'hui de beaucoup de pays africains se situe entre 1000 et 2500 dollars. Et je fais référence à un reportage de Alain Foka qui dit que le Cameroun avait un PIB de 700 dollars en 82 quand il apprend le pouvoir. Et ce PIB a aujourd'hui seulement doublé. Donc on est environ à 1400 dollars. Et c'est pour moi un indice qui confirme que le problème africain est un peu ce que le modérateur a décrit, il est plus profond. Et j'aimerais aussi que les politiciens essayent d'aller un peu dans la profondeur pour comprendre ce laxisme-là qu'on observe sur des années. Et quand on voit que la Chine, voilà, en 82, avait un PIB de 700 dollars, et qui était même de 500 dollars, qui était inférieur à celui du Cameroun, de 700 dollars, et qui aujourd'hui est à plus de 10 000 dollars. Voilà, 10 000 dollars. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser vos questions? Oui, ma question est de dire qu'est-ce qui se cache derrière cette défaillance-là, que les pays africains, il y a une carte qui montre les pays du monde avec le PIB, où on voit bien que l'Afrique est complètement orange avec un PIB de 500 jusqu'à 2500, pendant que les autres pays sont un peu plus... Merci madame, on vous a bien compris. Merci. On note la question et on va y apporter des éléments de réponse. On vient sur cette rangée où il y a plusieurs mains levées. Je vous file ma patate chaude, vous donnez le micro à qui vous voulez parce que là... Choisis, hein. Faut pas que tu regardes pour que tu dis que c'est moi qui vais t'aider. Allô? Bonjour à tous. J'ai une question directement à monsieur le consul du Cameroun. Donc, je m'appelle Agnès Cluzel, je suis ingénieure logicielle, je me suis présentée tout à l'heure. Je suis promotrice de l'entreprise Africa Food Industries, dont nous produisons du poisson au Cameroun. Donc, notre but c'est de transformer le poisson au Cameroun. Notre soutien à Okwamari, à Bambakopo.
Et nous sommes un collectif de 60 actionnaires. Donc mon problème ici, c'est de voir un monsieur, l'ambassadeur du Cameroun, comment est-ce que l'État du Cameroun peut nous accompagner, parce que nous sommes depuis 4 ans sur le terrain. Notre challenge, c'est l'aliment. L'aliment représente entre 60 et 70% de notre coût de revient. On utilise l'aliments importés. Comment est-ce que vous pouvez nous accompagner, monsieur l'ambassadeur? Nous sommes déjà sur le continent, sur le terrain, pour pouvoir développer ce secteur, parce que si on développe l'aliment, produit l'aliment sur place, le prix du poisson va baisser. Mon intérêt, c'est que le Cameroun réduise les importations de poissons. Merci. Merci. On va donner le micro à quelqu'un sur la même rangée. On va prendre. Il y a une dame aussi qui lève la main, qui est debout déjà, carrément. Bonsoir. Moi, je m'appelle Kénikiès et je suis fondatrice de l'association internationale d'Asie en Belgique. On est représenté dans 22 pays d'Afrique. Donc nous avons touché le topic de la Côte d'Ivoire, nous avons apporté le soutien aux enfants autistes. Ma question est très simple. En tant que fondatrice de l'association internationale, je demande au gouvernement ou à l'Afrique de pouvoir soutenir les enfants autistes. Parce que ce sont des enfants qui sont martyrisés, comme des petits sorciers, et ça affecte aussi les parents. Donc nous soutenons ces enfants, les personnes aussi qui sont atteintes de la drépanocytose. Nous soutenons aussi les déplacés des guerres. Tout à l'heure, je devais poser une question à M. Wamba, il est parti. Vous avez parlé du capitalisme. En tant qu'association, est-ce que ces enfants qui se trouvent dans la rue, qui sont appelés les enfants, on peut dire sans-abri, ils sont appelés sans-abri. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de maison. Nous, en tant qu'Africains de la diaspora, on ne peut pas prendre l'initiative de partir les soutenir parce que moi, en 2024, j'ai payé l'acte de naissance à 100 enfants, j'ai fait l'état d'identité. Quelque chose que nous devons, nous, la diaspora, on devons apporter si on veut vraiment éviter que ces enfants prennent la route pour aller dans le désert, pour prendre la route de l'eau, etc. Nous devons aussi aller trouver des familles vulnérables et ces enfants dans la rue pour pouvoir les apporter le soutien. Merci. Merci beaucoup. J'ai eu du mal à cerner vos questions. J'espère que le panel aussi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que posons des questions. Je comprends qu'on porte des causes et qu'on a envie de les mettre en avant, mais il faut aussi aller strict de pointer. Je voulais dire aussi, pour revenir à la question, je laisserai M. Audouard répondre. Mais je voulais dire, pour ce genre de problématique, je pense que l'idéal, c'est de caler un rendez-vous à l'ambassade, parce que vous avez un problème spécifique lié à votre entreprise. Et je pense que dans le cadre d'un forum comme ça, M. Audouard, autant pour moi, va faire le diplomate, il va répondre, mais je pense que pour être efficace, il faut aller à l'ambassade, rencontrer les responsables qui pourront vous apporter des réponses idoines. On va donner la parole au monsieur avec de l'ordre. Enfin, t'es fatigué. Hein. Et après ça, on va donner le son au panel de répondre d'abord à cette première série. Allez-y, monsieur. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Je suis Sarko Maliné, le président de Sanaga Mochi, une nouvelle marque de montres de luxe 100% française, avec une identité africaine et occidentale. Alors, moi je suis particulièrement heureux de prendre la parole aujourd'hui et surtout de pouvoir évoluer dans un concentré de matière grise à peau marron et c'est juste. Donc, merci beaucoup. Alors, ma question est simple. Votre Excellence, vous parliez tout à l'heure, vous avez utilisé des mots qui pour moi sont frappants. Vous avez parlé de travail collaboratif, quand vous parliez de Douala tout à l'heure, vous avez parlé de co-construction. Et depuis ce matin, j'ai dû noter pas plus de 6000 fois le mot diaspora. Alors ma question, elle est sexy, cher monsieur. Vous dites tous que la diaspora est importante. Mais si je me base sur le Cameroun, dont je suis issu, qu'en est-il de la double nationalité? Merci. Monsieur, je vais vous enlever les pines du pied en vous donnant la parole tout de suite pour répondre à cette question lancinante qui va bien. Je voulais poser la question, mais
Je réponds directement à la dernière interpellation sur la double nationalité en disant cette session aurait manqué quelque chose s'il n'y avait pas cette préoccupation là, parce que ça vient tout le temps. Ça vient tout le temps et on ne peut pas faire la fixation sur la double nationalité pour penser que c'est la seule approche pour une diaspora de bénéficier d'un accompagnement que l'État va bien lui apporter. Donc maintenant, comment on va retenir la double nationalité? Il y a des pays qui ont cette double nationalité et qui ne sont pas plus différents que ce que vous voulez peut-être dire. Mais on est conscient, c'est un dossier politique qui a été traité, c'est une décision politique. Donc, vous aurez pour nous interpeller, nous de l'ambassade, nous sommes à cette étape des opérateurs techniques. Tout a été fait, la décision est politique. Et vous travaillez sur la décision. Il faut vous le dire, la double nationalité, les gens la veulent à titre personnel. Mais en face, il y a souvent aussi des retombées où la fierté d'un État est mise au sol par rapport à la double nationalité. Quand je le dis, ce n'est pas pour contester qu'elle est importante, mais c'est simplement pour dire que toutes les choses évoluent. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Peut-être demain, elle sera là. Aujourd'hui, on en parle. Il y a peu de temps, on n'en parlait même pas. Donc, ce n'est pas parce qu'une équipe n'a pas un ailier droit performant qu'elle ne va pas essayer d'aller à gauche, ou pas d'aller à gauche pour essayer de marquer des buts. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais il y a d'autres canaux par lesquels la diaspora peut être aussi efficace qu'elle le ferait s'il y avait la double nationalité. Merci beaucoup. Voilà un Camerounais. Camerounais, on ne rate pas la réponse. Je souhaite que vous répondiez exactement pour qu'on puisse avancer. Je vais y aller très rapidement en disant que je connais bien la distance entre Kouamari et Yaoundé, c'est moins de 20 km. Les éléments de réponse à vos préoccupations sont techniques et toutes les administrations sont là-bas. Vous êtes 70. Je suis quand même un peu dans l'embarras de vous dire que la meilleure approche, c'est de vous rapprocher des ministères techniques qui ont sans doute des politiques avisées pour répondre à vos préoccupations. Vous voulez que le prix du poisson baisse? Oui, mais nous savons ça aussi, il faut le dire. Il y a des secteurs où l'État a essayé de limiter les importations pour permettre aux opérateurs locaux d'assumer leurs tâches, mais ce n'est pas parfois parce que les opportunités, des mécanismes font défaut, mais c'est parce que les acteurs ne sont pas assez bien structurés. Nous avons vu les zigzags avec le poulet. Nous voyons, vous savez, c'est des défis qui doivent nous interpeller tout le temps. Donc, voyez avec vos équipes au Cameroun et rapprochez-vous du ministère de l'élevage, rapprochez-vous du ministère du commerce, qui ont sans doute des éléments plus concrets, plus pertinents pour répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci, monsieur Odoa. Je vais vous donner la parole pour une dernière. S'il vous plaît, monsieur, ne soyez pas agressif. Tout le monde ne peut pas prendre la parole. D'accord? Merci. Je vais donner la parole à cette rangée-ci. On va prendre 2 personnes, même s'il y a 4 personnes. Monsieur Fall, vous êtes censuré parce que vous étiez panéliste. On va donner la parole au monsieur au fond et on va donner la parole à la jeune dame. Je fais un peu de discrimination positive. On va donner la parole à la jeune dame aussi et ce sera bon pour cette rangée et on terminera avec celle-ci. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur. D'accord, pour le code d'Orda. Alors, je suis congolais et je connais très bien monsieur Issiaka parce que j'investis d'abord en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai une petite question, elle est générale, c'est pour tous les panélistes. Je me rends compte d'une chose, c'est que on achète des biens ici en Europe ou alors en Chine pour les exporter sur le continent africain afin de pouvoir les utiliser. Malheureusement, on a un petit souci au niveau des taxes. C'est-à-dire que on a les documents, tous les documents, on fournit le document à l'avance
aux autorités douanières, ils nous font un devis et puis ils nous disent voilà, ça va nous coûter tant. Lorsque le bateau arrive, on va chercher nos produits et on fait la détaxe. Là, on se rend compte qu'entre le devis qu'on a eu au début et ce que l'on paye réellement. Est-ce que vous permettez que je vous interrompe? Oui, c'est un peu le même reproche que je faisais. Parce que là, vous êtes en train de partir d'un problème technique et qui va être complexe. Moi, je pense que pour ce type de questions, ce n'est pas l'endroit indiqué. Non, parce que ce que je voudrais dire, c'est tout simplement comment sont taxés, comment est-ce qu'on peut faire pour que les taxes, on puisse les prévoir à l'avance. Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, vous demandez ça aux ambassades, c'est pas eux qui font les taxes. Non, ils sont les représentants des États, je pense. Je pense que c'est des questions spécifiques, comme je disais encore. Non, vous pouvez aller à l'ambassade parce que vous aurez des responsables à l'ambassade qui font ce métier, qui feront le lien avec le ministère des Finances dans les pays respectifs et pourront vous donner une information précise pour vos besoins. Je suis pas sûr de ce qu'on comprend. Non, vous ne pouvez pas me dire que vous l'avez pas. Allez voir M. Isiaka, il va vous orienter.